Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au menu de ce nouvel épisode de Questions d'actu, le 45e sommet du Conseil de coopération du Golfe et les relations privilégiées que le Royaume du Maroc entretient avec les États de ce Conseil. Dans la déclaration finale ponctuant la fin des travaux, le CCG a d'abord réitéré ses positions et décisions constantes en faveur de la marocanité du Sahara et de la préservation de la sécurité et de la stabilité du Royaume du Maroc, ainsi que de son intégrité territoriale. Toujours dans cette même déclaration finale, le CCG a souligné l'importance du partenariat stratégique privilégié avec le Maroc et la mise en œuvre du plan d'action conjoint, car sur le plan économique, le Maroc et les membres du CCG travaillent à dynamiser leur coopération, et ce dans divers secteurs. Cela va au-delà des échanges commerciaux pour intégrer des projets structurants. Ce partenariat reflète une volonté commune de répondre aux défis globaux et de renforcer la stabilité régionale tout en jetant les bases d'une unité arabe et d'un destin partagé. Par ailleurs, les pays du CCG reconnaissent le Maroc comme un pont stratégique vers l'Afrique et l'Europe qui renforce les intérêts mutuels des deux parties. J'accueille pour l'émission ce soir d'abord depuis Vancouver l'expert en stratégie politique Hicham Ouattadine. Bonsoir et merci de vous joindre à nous. Merci pour l'invitation, Madame Hussein. Marhaba. Se joint à nous également le doyen de l'Institut de sciences politiques à l'Université Mondiapolis de Casablanca, Foussa El Hrechi. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, un plaisir d'être avec vous. Marhaba. Nous commencerons justement avec vous, professeur El Hrechi, par un rappel de l'historique des relations entre le Royaume du Maroc et le Conseil de coopération du Golfe. Comme vous l'avez dit au début, ce sont des relations qui s'inscrivent dans tout ce qui est civilisationnel, culturel, et ce sont des relations qui s'inscrivent dans le temps long. Ce que le Maroc partage avec les pays, les 6 États du Golfe, les 6 États arabes du Golfe, c'est non seulement une amitié, c'est une relation qui est vraiment, on va dire, gravée dans le temps et dans l'histoire de nos pays collectifs. Le Maroc avec l'État, c'est-à-dire avec l'Arabie Saoudite, c'est une relation d'amitié, de fraternité, et la même chose avec tous les États du Golfe. Le Maroc avec les Émirats arabes unis, c'était une amitié entre les chefs de l'État, entre les populations, c'est-à-dire marocaines et émiraties, et la même chose pour tous les autres États, c'est-à-dire le Bahreïn, le Qatar, le Koweït, c'est-à-dire les 6 États du Golfe. Donc nous avons une relation amicale, une relation aussi, je dirais, d'intérêt. Je rappellerai la visite de Sa Majesté le roi Mohammed VI et le discours de Riyad en 2016, qui est un discours encore constructeur et qui a boosté cette relation pour la mettre, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle aujourd'hui un partenariat stratégique. Donc, c'est une relation qui s'inscrit dans le temps long, c'est une relation qui s'inscrit dans l'amitié, c'est une relation qui s'inscrit dans le partage et la convergence des intérêts et puis aussi des problématiques qui touchent le monde arabe, le monde musulman. Donc, c'est une relation vraiment, je dirais pas séculaire, mais elle est séculaire par l'appartenance à la même nation, à le partage de la même religion, mais surtout, c'est une relation qui est privilégiée aussi, comme cela a été réitéré lors du Conseil de coopération du Golfe hier, et qui réitère encore une fois, c'est-à-dire l'importance de ce partenariat stratégique, mais aussi la marocanité du Sahara. C'est une position constante. Je rappellerai à cet égard que chaque année, c'est-à-dire lors du Conseil suprême des États arabes du Golfe, il réitère et confirme encore une fois la marocanité du Sahara, la protection, la sécurité, la stabilité du Royaume du Maroc et la préservation de son intégrité territoriale. Il le rappelle aussi au moment des commissions ou des comités du 24 au niveau des Nations Unies. Chaque année, les États du Golfe, c'est-à-dire représentés chaque année par un pays, portent la même voix de soutien du Maroc. C'est un soutien indéfectible, c'est une amitié
qui est inscrite dans le temps, qui est indéfectible et inébranlable. Et aujourd'hui, cette déclaration encore de ce Conseil-là ouvre la voie à de nouveaux partenariats, à que ce partenariat, comme vous l'avez dit, Madame Ihsan, dépasse les échanges économiques ou plutôt commerciaux, mais qui s'inscrit dans des partenariats stratégiques, dans des, je dirais, des domaines qui sont à la pointe aujourd'hui, et ce sont des domaines structurels de nos pays respectifs. Je rappellerai la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI l'année dernière aux Émirats Arabes Unis, où il y a eu la signature de plus de 12 mémorandums d'entente, et sur beaucoup de domaines, que ce soit le domaine de l'eau, le domaine de l'énergie, le domaine de l'agriculture, du tourisme. Donc c'est une relation qui est inscrite d'abord dans l'amitié, dans les intérêts des pays et dans la convergence des politiques, je dirais, des pays pour un avenir meilleur pour nos populations. Absolument, ce partenariat ne saurait être dynamique, ne saurait même exister sans le soutien justement de ces pays frères à la première cause nationale, celle de l'intégrité territoriale. Rappelons dans ce sens que ce soutien marqué des pays du CCG à la souveraineté marocaine sur le Sahara, Hicham Mu'tadid, il y a du concret, car deux pays, en l'occurrence les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn, ont déjà ouvert des consulats dans les provinces sahariennes, ce qui confirme par l'acte, si vous voulez, l'implication de ces pays, le soutien à la marocanité du Sahara. Oui, bien évidemment, comme vous l'avez mentionné, Madame Ihsan, en fait, l'appui de ces pays envers le Maroc ne s'inscrit pas uniquement au niveau du discours politique ou du discours diplomatique, mais ça se concrétise et ça se traduit sur le terrain. On a déjà deux de ces pays en fait qui ont ouvert leur représentation diplomatique dans les provinces du sud du Maroc, et je pense que ce n'est que le début, et les autres aussi vont suivre le même pas. Ce qui est très important en fait dans ces relations entre les deux, c'est qu'ils ne s'inscrivent pas uniquement dans ce cadre institutionnel, géostratégique entre le Maroc et ces pays du CGI. En fait, c'est des relations qui s'inscrivent beaucoup plus au niveau de la fratrie politique, au niveau des liens qui puisent en fait dans l'histoire entre le Maroc ou la famille royale au Maroc et le leadership en fait dans ces pays. Et c'est relation spéciale qui a traversé le temporel, mais aussi qui s'étend sur l'espace géopolitique de la région, qui donne cette forme privilégiée, spéciale entre Rabat et les capitales de cette partie du monde. Et il y a aussi en fait cette sensibilité à la culture du Maroc qui inspire en fait la politique, que ce soit intérieure ou internationale de ces pays, et qui essaie vraiment de puiser dans tout ce qui est en fait positif, qui pourrait leur servir donc gérer un certain nombre de dossiers. On l'a vu que le Maroc ne cesse pas le fait de partager son expertise dans plusieurs domaines avec ces pays, et aussi ne cesse pas vraiment d'apporter son expérience et son expertise, que ce soit au niveau culturel, au niveau politique, au niveau sécuritaire, et aussi dans un certain nombre de domaines, que ce soit la technologie, le tourisme, la culture, l'éducation et la santé. Et on l'a vu lors de la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux Émirats Arabes Unis. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau en fait des relations entre Rabat et ses capitales, il y a toujours cette sensibilité à faire valoir la dimension humaine, à puiser en fait dans ces relations, que ce soit personnelles ou bien qui ont été construits à travers le temps, et aussi de puiser en fait dans les anciens rois du Maroc qui ont toujours veillé à ce que la relation diplomatique et stratégique envers ces pays soit conservée, solidifiée, dans le sens vraiment de garder ce lien très fort pour préserver les intérêts, que ce soit du Maroc, mais aussi de ces pays. Absolument, relation gagnant-gagnant. Rappelons aussi que les 6 pays du CCG possèdent des fonds souverains qui totalisent 34% des actifs des 100 plus grands fonds souverains au monde. C'est quand même un atout majeur, Ali El-Harichi, dans aussi le partenariat purement économique. Quelles
Quels sont les intérêts justement de ces pays vis-à-vis du Maroc? Oui, les fonds souverains sont toujours importants et surtout la relation stratégique qu'il a le Maroc avec ces 6 pays. Quand on parle d'investissement direct étranger, il faut dire que les Émirats arabes unis possèdent et le deuxième, je pense, stock d'IDE au niveau de l'investissement direct étranger au Maroc. L'Arabie saoudite a aussi investi beaucoup au Maroc, le Koweït aussi. Donc, ils sont classés parmi les premiers pays qui font des investissements au Maroc. Et là, il y a l'expérience marocaine, comme cela a été cité, et aussi l'ouverture du Maroc pour, je dirais, pour non seulement un investisseur étranger qui vient pour gagner, on gagne tous dans ces investissements, mais aussi de trouver des plateformes qui sont déjà là au Maroc. Le Maroc, quand on parle de plateformes, par exemple, au niveau des énergies renouvelables, le Maroc, aujourd'hui, est parmi les pays qui travaillent sur l'hydrogène vert. Donc, c'est un domaine qui, je dirais, nouveau aujourd'hui, mais c'est un domaine où le Maroc se démarque. Nous savons très bien que ce soit les Émirats ou que ce soit l'Arabie, travaillent aussi sur les énergies renouvelables. Le Maroc possède les stations Nord. Donc, on a la convergence de beaucoup de domaines, c'est-à-dire entre le Maroc et ces pays-là, mais aussi il y a la plateforme au niveau du Maroc. Et puis le Maroc, il est en train, et déjà l'infrastructure du Maroc pendant ces 25 ans, il a fait c'est-à-dire un pan en avant extraordinaire. Et aujourd'hui, nous sommes en train de construire. Nous avons le Mondial 2030 devant nous. Nous avons vu dans le mémorandum d'entente, parmi les mémorandums qu'on avait signés avec les Émirats arabes unis, la participation aussi des Émirats arabes unis par rapport c'est-à-dire dans les travaux du TGV qui va relier le Tanger et Marrakech. Nous avons vu par rapport aux énergies renouvelables. Nous avons vu donc par rapport à la data. Donc, il y a beaucoup de domaines et surtout le Maroc, c'est une plateforme. Aussi, le Maroc est l'un des premiers pays aujourd'hui au monde qui fabrique des voitures. Donc, nous avons des plateformes qui sont ouvertes et nous sommes ouverts à l'investissement, bien sûr, direct étranger qui vient apporter aussi, donc, non seulement, je dirais, de l'argent, mais aussi son expérience parce que l'expérience de ces pays-là aussi, elle est très importante, que ce soit par rapport à l'éducation, par rapport aux énergies renouvelables, par rapport au tourisme et à d'autres domaines. Donc, la particularité du Maroc, c'est un pays qui ouvre, c'est-à-dire les bras, mais aussi qui a des plateformes qui lui permettent de se positionner de par le monde pour être un réceptacle d'investissement où tout le monde sort gagnant. Donc, sans oublier qu'il y a bien sûr les liens d'amitié, les liens historiques, tout cela nous permet de gagner ensemble. Et je pense que le Maroc, et aussi, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre introduction, c'est pas seulement la porte de l'Afrique, c'est un leader en Afrique et qui a des relations très stratégiques des rapports sud-sud avec les États africains. Il a développé et consolidé ses amitiés avec les États africains. Nous sommes de l'Afrique, donc nous sommes ouverts à l'Afrique, donc il y a un champ d'investissement extraordinaire en passant par le Maroc, mais aussi par rapport à l'Europe. Nous sommes un pan entre l'Europe et l'Afrique, mais aussi aujourd'hui, il y avait dans les mémorandums qu'on avait signés avec les Émirats par rapport au port de Dakhla, à toute cette infrastructure, cette ouverture aussi vers l'Atlantique. Donc, la particularité du Maroc, c'est un pays d'abord stable, c'est un pays crédible et c'est un pays qui sait garder ses amitiés et qui sait, je dirais, non seulement garder ses amitiés, mais sa sincérité lui permet de bénéficier je dirais pas des fonds souverains, de cette relation, d'être plus consolidée et plus renforcée, et surtout avec les États frères qui sont les États arabes du Golfe. Quelles sont les opportunités justement d'investir pour les capitaux du Golfe? Certaines ont été évoquées par Ali El-Harichi, peut-être en complément d'information, Hicham Ouattadid. Compte tenu des intérêts communs et de la conjoncture mondiale actuelle, bien évidemment.
Oui, comme vous l'avez mentionné, en fait, il y a pas mal de domaines qui pourraient susciter l'intérêt des deux pays, mais le plus important et au-delà de ça, c'est vraiment la plateforme sécuritaire, crédible et stable que le Maroc offre en fait comme marché connecté, que ce soit comme il a mentionné votre invité à l'Afrique, mais aussi en Europe, et avec cette possibilité d'ouverture vers l'Amérique, que ce soit du Nord ou du Sud, surtout avec la mise en place des infrastructures comme le port de Dakhla, etc. C'est cette plateforme, en fait, sécuritaire, stable, qui a de la crédibilité, qui a de l'histoire, mais aussi qui a de la confiance, que ce soit régionale, africaine et européenne, qui inspire plus et qui rassure ces investisseurs qui viennent de ces pays du Golfe. Au-delà, en fait, des secteurs traditionnels, il y a les énergies renouvelables. En fait, il y a un potentiel pour investir au Maroc. Il y a l'agriculture durable, en fait, qui est très importante pour ces pays, vu en fait la richesse et la particularité du sol marocain, mais aussi à l'immobilier et le tourisme. Il ne faut pas l'oublier, le Maroc aujourd'hui, c'est un chantier à ciel ouvert. Et ça, vraiment, suscite beaucoup d'intérêt, que ce soit des pays du Golfe, des investisseurs européens, mais aussi d'un certain nombre en fait d'investisseurs africains. On a vu aussi comment les Américains essaient de prendre le plus rapidement possible en fait une position au niveau de cette plateforme que le Maroc offre. Donc, au-delà en fait des secteurs stratégiques que pourrait le Maroc offrir, il y a cette dimension qui est très importante, qui est liée à la sécurité, la stabilité politique, la plateforme et la confiance et la crédibilité que le Maroc a su construire et essaie de préserver parce que ça fait partie de ses valeurs, tout en partageant en fait son expérience avec ses amis et ses alliés stratégiques. Et en partageant aussi l'expérience, mais aussi l'information, notamment dans le secteur sécuritaire. Vous avez parlé justement d'un environnement sécurisé, Hicham Mochadid. Quid de la coopération sécuritaire entre le Maroc et les pays du CCG ? Oui, comme on le connaît tous, le Maroc a accompagné en fait ces pays depuis le début de leur histoire moderne, les constitutions des États dans cette partie-là. Le Maroc a été toujours présent, que ce soit à travers l'expertise, à travers le conseil, mais aussi à travers l'appui en fait inconditionnel pour préserver que ce soit la sécurité, la souveraineté, mais aussi le cadre institutionnel de construire ces États. Le Maroc a envoyé pas mal de groupes d'experts, que ce soit au niveau militaire, au niveau sécuritaire, au niveau de renseignement, mais aussi au niveau d'encadrement et comment accompagner ces États à mettre en place toute une structure géostratégique et géosécuritaire afin qu'ils préservent que ce soit en fait le cadre institutionnel de leadership, mais aussi l'ensemble des secteurs sensibles et stratégiques pour mettre en place le cadre administratif et le cadre institutionnel de ces États. Le Maroc était aussi présent, que ce soit au début, mais aussi au niveau de l'accompagnement et la modernisation à partir de son génie d'expérience et bien évidemment avec les fonds et la capacité financière et la technologie qu'ils pouvaient avoir ces pays-là, le Maroc était présent pour être là avec son expertise, son en fait patrimoine culturel à travers la gestion des affaires de l'État et la chose publique dont ces États-là avaient besoin durant leur début en fait. Exactement, des domaines aussi de coopération qui intègrent le domaine culturel. Ali El-Harichi, l'importance de ce dernier dans le raffermissement des liens au-delà des liens historiques, comme vous le disiez, sécuritaires et économiques. Il y a aussi ce ciment des relations entre le Royaume du Maroc et les 6 pays du CCG, qui est le domaine culturel. Et là encore, on voit qu'il y a un réel soft power partagé entre les deux partenaires. Oui, d'abord, nous partageons avec ces 6 pays, je dirais, l'islam. Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, est Amir al-Mouminin, commandeur des croyants. Nous partageons avec eux aussi dans le domaine culturel, quand on parle de domaine culturel, dans toutes ces déclinaisons, que ce soit, je dirais, au niveau éducationnel, au niveau surtout de, je dirais pas religieux, mais qui pose sur un ciment très important qui est la religion. L'Arabie Saoudite, et c'est là où nous avons la Mecque et Médine, donc c'est là où nous avons les lieux sacrés de l'islam, les lieux saints de l'islam. Et ça, c'est un ciment très important qui relie les pays arabes et musulmans, mais surtout, je dirais, le Maroc avec ces pays-là.
quand on parle de la culture, le Maroc est un pays qui a un islam modéré, qui s'est inscrit dans un islam modéré, un islam sunnite, malikite, ash'arite, et c'est un islam qui est modéré et qui porte la voix de l'islam pour la paix comme pourvoyeur de paix. Et je pense que l'expérience du Maroc aujourd'hui, avec tout ce qu'il fait, que ce soit par rapport à l'islam au niveau de l'Afrique, porteur de cet islam modéré, nous voyons qu'il y a peut-être une déclinaison aussi au niveau de ces pays-là où on voit que il y a on ne dit pas que ces pays vont vers la modernité, mais vers un islam modéré, un islam qui est ouvert, un islam qui est... Et ça, c'est très important comme expérience du Maroc qui a réussi le passage d'un État traditionnel à un État moderne, mais qui a gardé ses valeurs, ses cultures, son authenticité. Et ça, on le voit quand on voit même que ce soit les investisseurs ou je dirais des touristes, puisque le tourisme est un domaine que nous partageons aussi avec eux, qui viennent au Maroc, ils sont séduits par l'expérience marocaine. Ils sont séduits par ce pays où il y a la première université dans le monde, et université El Qarawiyyin, qui est une université aussi je dirais, qui professait la littérature, l'islam, la charia, le fiqh, mais en même temps qui a pu garder cette authenticité, mais aussi s'ouvrir au monde en gardant ses principes et en renforçant, en consolidant, comme j'ai dit au début, l'islam modéré. Donc c'est une expérience aussi culturelle qui permet à ces pays-là de prendre, je dirais, aujourd'hui l'exemple marocain, on voit que certains pays ont avancé dans la modernité, un peu parmi ces pays-là, bien avant, je dirais, les autres, mais cette expérience quand même, il reste très enrichissante de part et d'autre. Il y a des pays aussi qui se sont inscrits, donc les pays du Golfe, qui se sont inscrits dans une forme de modernisation culturelle et d'éducation par rapport aux universités qui sont très bien classées au niveau de ces pays-là dans le ranking international. Il y a une expérience commune que nous partageons avec eux. Donc, il y a c'est un ciment où il y a beaucoup de briques qui permettent de renforcer, de consolider les relations entre le Maroc et les six pays les 6 États arabes du Golfe. Hicham Moatadi, un dernier mot justement sur l'avenir de ces relations, sur l'avenir aussi de cette région, MENA, Middle East and North Africa, et l'aspect vraiment spécial dont jouit, ou le statut spécial dont jouit le Maroc dans cette région, surtout d'Afrique du Nord, avec les pays du CCG, dans une conjoncture mondiale quand même très changeante. Et n'oublions pas qu'un certain Donald Trump est de retour à la Maison-Blanche dans un peu moins d'un mois. Oui, comme vous le savez, Madame Ihsan, ce qui est très important dans cette dynamique en fait bilatérale entre Rabat et les capitales de ces pays, c'est cette capacité du Maroc de nouer ce genre de relations stratégiques solides, bien bâties dans le respect, tout en étant vraiment à distance d'un point de vue espace géographique. Et ça demande vraiment vraiment un génie politique bien construit, bien bâti, avec une vision éclairée et tournée vers l'avenir qui respecte en fait le partage des valeurs communes. Ce qui est très important pour le Maroc aujourd'hui, il le démontre dans ses relations avec ces pays, c'est vraiment cette question, cette dimension de valeur dans les relations internationales. Quelle que soit en fait la distance spatiale ou géographique entre le Maroc et un certain nombre de pays, tant qu'il y a ce qu'on appelle ce respect des valeurs et ce partage de valeurs entre Rabat et ses capitales, le Maroc n'épargne pas en fait l'énergie et l'engagement envers ce genre de relations dans le respect. Et c'est cette dimension en fait qui est très importante et exemplaire. Maintenant,
si on met en fait en place cette relation bilatérale entre le Maroc et ces pays-là dans un espace en fait géopolitique en mouvement, on voit que le Maroc a su vraiment compter, que ce soit sur ses relations fraternelles, amicales, dans un cadre de mouvement et d'instabilité régionale, et que malgré que des fois, vraiment, ce qu'on appelle les voisins les plus proches pourraient ne pas être vraiment le premier choix dans le cadre de ces relations diplomatiques. Le Maroc a cette capacité d'aller chercher et renforcer ses relations diplomatiques et politiques, quelle que soit la distance géographique et quel que soit en fait l'emplacement dans le globe. Merci beaucoup. Merci Hicham Ouattadid, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. C'est avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invitation, Madame Ihsan. Merci à vous de l'accepter, toujours un plaisir et un plaisir renouvelé d'échanger avec vous également, professeur Ali El-Harechi. Merci beaucoup. Merci, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Merci, à la prochaine, Inch'Allah. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Très bonne soirée.